Bienvenue dans la série de vidéos Crystal Clear Electronics 2. Nous sommes arrivés au 8e chapitre du programme. Le sujet de ce chapitre est la communication série, mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, Szabolcs Speyer, qui enseigne les mathématiques et la physique au lycée d'application Eltebolyai János à Szombathely. Szabolcs, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous au cas où certains ne vous connaîtraient pas grâce à la série de vidéos Crystal Clear Electronics 1? Bonjour. L'électricité est mon domaine préféré en physique. C'est pourquoi je suis ravi d'organiser depuis 5 ans des groupes d'études Crystal Clear Electronics pour les lycéens. Cette année, pour la 4e fois, mes élèves et moi avons participé au camp d'été associé au lac Balaton. Lors de ces camps, nous avons l'opportunité de travailler de manière encore plus intensive sur le programme. Dany, présente-toi s'il te plaît également. Je suis Daniel Szabó, étudiant en 3e année de génie électrique à l'Université de technologie de Budapest. Au cours de mes études, j'ai appris les bases de l'électronique et de l'informatique, et maintenant j'aimerais partager une partie de ces connaissances. Le 8e chapitre a été rédigé par Béla Szabó et relu par Szabolcs Adarix. Ce chapitre portera sur la communication série, en mettant l'accent sur le protocole de communication I2C. En plus de cela, il existe un certain nombre de normes différentes. Par exemple, dans le chapitre 10, nous examinerons également de plus près l'utilisation de l'UART, de l'USART, du CAN et de l'USB. Voici toutes ces abréviations, ou acronymes en d'autres termes. Elles semblent avoir exactement le même objectif, permettre à nos dispositifs embarqués de communiquer entre eux. Nous devons tous les apprendre afin de pouvoir construire n'importe quel type d'électronique. Après un premier essai et un peu de pratique, vous comprendrez que chaque mode de communication a ses propres caractéristiques et que chacun sera donc idéal dans un environnement différent. Ce chapitre sera divisé en 3 vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont 2 appareils peuvent partager des données. Dans le prochain épisode, nous apprendrons comment fonctionne le protocole I2C, et dans l'épisode suivant, nous mettrons en pratique ce que nous avons appris jusqu'à présent avec un exemple de luxmètre. Szabolcs, comment décrirais-tu la communication entre machines à une personne non experte? Pour commencer, pensez à la façon dont nous communiquons avec les gens dans la vie réelle. Ici aussi, il existe des règles tacites, comme le fait de ne pas se couper la parole, ou si l'on pose une question, on attend que l'autre personne réponde. Dans le monde de l'électronique, ces règles sont bien plus précises, il est donc nécessaire d'en tenir compte lors de la conception des lignes de communication. Tout aussi important est le sens dans lequel nous souhaitons transmettre les données. Il peut s'agir de simplex, de half duplex ou de full duplex. Dans la transmission simplex, les données ne peuvent circuler que dans une seule direction. Il s'agit donc d'un réseau où les rôles d'émetteur et de récepteur sont constants. Dans une communication half duplex, les directions d'émetteur et de récepteur peuvent changer à la fin d'un cycle de communication, ce qui permet à notre flux de données d'être bidirectionnel. Il est important de noter qu'à tout moment, le flux de données ne va que dans une seule direction. Lors d'une transmission de données en full duplex, les 2 parties de la communication peuvent envoyer des données à l'autre simultanément. Szabolcs, tout est clair. Je pense que nous pouvons nous asseoir à la table afin d'examiner la question plus facilement. Allons-y. Même un développeur débutant en électronique embarquée devrait savoir ce que l'on entend par ligne de communication série et ligne de communication parallèle. Peux-tu développer ce sujet? Oui, comparons-les attentivement avec le simple exemple suivant, pour une meilleure compréhension. Supposons que tu veuilles transmettre un octet, c'est à dire 8 bits d'information, en utilisant une communication simplex. En communication série, les bits de nos données passent de façon séquentielle entre nos 2 appareils, tandis qu'en communication parallèle, nous pouvons envoyer et lire plusieurs bits à la fois de l'autre côté. La communication série prend donc plus de temps, et la communication parallèle nécessite plus de lignes de communication. Mais malheureusement, comme nous le savons déjà, les choses ne sont pas aussi simples. De plus, des coûts peuvent survenir. Nous allons vous en montrer quelques-uns pour l'I carré C. Ces 2 types de communication peuvent facilement être reliés à la vie quotidienne. Par exemple, la communication série ressemble à quand nous tapions le code Morse sur nos pupitres à l'école, enfant. Dans ce cas, des sons courts ou longs étaient produits les uns après les autres. En revanche, une excellente analogie pour la communication parallèle est le braille,
où chaque caractère est identifié par un rectangle de 6 points. Ici, le cerveau traite 6 bits de données simultanément pour décoder la lettre. Cependant, revenons à notre schéma précédent, car il reste encore quelques détails utiles à aborder. En regardant de plus près la première image, on peut voir que nous avons un signal à un niveau de tension plus élevé pendant un certain temps, puis à un niveau de tension plus bas. Le niveau le plus élevé représentera le niveau logique 1, tandis que le niveau le plus bas représentera le niveau logique 0. À partir de ces deux états, on peut voir qu'il s'agit d'un flux de données à deux états, autrement dit binaire. Chaque bit a la même largeur, donc ils durent tous le même temps. Comptons les bits de données. Vous avez probablement appris dans les chapitres précédents qu'en programmation embarquée, on commence à compter à partir de 0. Les bits de poids faible et de poids fort ont leur propre nom. Nous les appelons généralement par leurs abréviations, à savoir LSB et MSB. Donc, dans notre exemple, le bit 0 sera le LSB et le 7e sera le MSB. En vous basant sur les informations que je viens de donner, essayez de déchiffrer la valeur que vous voyez sur l'image. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et lorsque vous avez terminé, vous pouvez vérifier votre résultat. Pour trouver une solution, vous devez déterminer la valeur des bits un par un, puis examiner les valeurs locales en partant du MSB et en allant vers le LSB. Ainsi, dans le système de numération hexadécimale, le résultat est 0 XAD. Comme dans les systèmes embarqués, nous nous concentrons principalement sur la façon de connecter des périphériques simples à nos microcontrôleurs. Et dans de tels cas, nous utilisons relativement rarement des protocoles de communication parallèle. Par conséquent, nous n'examinerons pas de tels exemples dans le reste de ce chapitre. Nous avons ce super composant électronique noir qui figure également dans le programme écrit. Je vous propose que nous regardions maintenant les dispositifs de communication qu'il contient, mais surtout ceux en I2C, car nous allons les aborder dans la prochaine vidéo. Sur cette carte, vous trouverez un microcontrôleur STM32F400-5 avec divers capteurs sur le dessus et quelques connecteurs, dont un permettant de connecter un écran au bus I2C créé sur le panneau. Parmi ces capteurs, ceux qui nous intéressent pour le moment sont le capteur de lumière, le thermomètre et le capteur d'humidité, car ces 4 dispositifs se trouvent sur la carte de circuit imprimée, PCB, avec le contrôleur sur les lignes I2C. Parmi ceux-ci, seul le microcontrôleur peut initier la communication. Les autres doivent exécuter les instructions qui leur sont données. Ces instructions incluent par exemple qu'un capteur doit fournir sa valeur mesurée ou que l'afficheur doit l'afficher de la manière que nous avons spécifiée. J'aimerais attirer l'attention du spectateur sur le fait que, dans ce chapitre, nous utiliserons un capteur de lumière comme exemple à connecter à notre microcontrôleur. Cependant, le but n'est pas d'apprendre au spectateur comment connecter ce capteur de lumière à ce microcontrôleur, mais de vous permettre de connecter n'importe quel appareil communiquant en I2C à n'importe quel microcontrôleur. C'est pourquoi nous encourageons chacun à se procurer un circuit intégré I2C bon marché, même pour un usage totalement différent, à ouvrir sa fiche technique et à l'intégrer dans le système. Merci pour cette brève introduction. C'est tout ce dont nous avions le temps, mais ne vous inquiétez pas, nous ne partons pas. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons ensemble les détails du protocole I2C. À bientôt à tous. À bientôt.